4 décembre 1872. Quelque part entre les Açores et la côte portugaise. Le capitaine David Morrouse, sur le Dei Gratia, fronce les sourcils. À 10 kilomètres de là, il y a un brick-goélette qui se comporte comme un ivrogne. Le navire avance en zigzag, les voiles sont à moitié déchirées, certaines manquent. Morrouse prend sa lunette. Il reconnaît la silhouette. C'est la Marie Céleste. Il connaît ce bateau. Il connaît surtout son capitaine, Benjamin Brigg. Brigg n'est pas du genre à laisser son navire dériver comme ça. C'est un puritain, un homme de fer. Morrouse appelle, envoie des signaux. Silence radio. Il envoie son second, Oliver Deveau, avec une petite équipe. Quand les bottes de Deveau frappent le pont en bois de la Marie Céleste, il s'attend à trouver des pirates, du sang ou une épidémie. Ce qu'il trouve est bien pire, le vide absolu. Le bateau est une ville fantôme. Dans la cabine du capitaine, le piano est là. Les vêtements de sa femme, Sarah, sont bien pliés. Le lit de la petite Sophia, 2 ans, est encore fait. On dirait que les occupants ont été effacés en une seconde. La cale contient 1 mètre d'eau. Mais les réserves de nourriture sont intactes pour 6 mois. La cargaison de 1720 tonneaux d'alcool est là. La seule chose manquante, la chaloupe de sauvetage. 10 personnes ont quitté un navire solide pour une petite barque de bois en plein océan. Pourquoi? On l'a appelé le vaisseau fantôme. On a inventé des massacres, des monstres, des complots. Mais la vérité est peut-être bien plus terrifiante qu'une simple histoire de fantôme. Aujourd'hui, on plonge dans les cales de la Marie Céleste. Je vais vous raconter comment un navire peut devenir une malédiction pour tous ceux qui osent poser le pied sur son pont. Bienvenue sur Aké. Accrochez-vous, on lève l'ancre. Tout commence à la fin de l'année 1860, à Spencer's Island, un petit village perdu sur la côte de la Nouvelle-Écosse. C'est un endroit sauvage où les marées sont parmi les plus fortes du monde. Un constructeur local, Joshua Dewey, décide de lancer un projet ambitieux, un brick-goélette, ou brigantine, massif, taillé pour affronter l'Atlantique Nord. Il ne travaille pas seul. Il monte un consortium de 9 investisseurs locaux. Parmi eux, un homme qui joue gros, Robert M'Clellan. Il n'est pas seulement actionnaire, il doit être le visage du navire, son premier capitaine. L'idée est simple, construire un vaisseau rapide, capable de transporter du bois lourd vers l'Europe et de revenir avec des produits manufacturés. Pendant tout l'hiver 1860, le chantier est une fourmilière. On utilise du bois local, de l'épinette, du pin, du bouleau jaune. Ce ne sont pas des matériaux de luxe, c'est du solide, du rustique. Le vaisseau fait 30,3 mètres de long pour 6,9 mètres de large. Son tirant d'eau est de 3,6 mètres. À l'époque, c'est un format imposant pour un chantier artisanal. Le mât de misaine, à l'avant, porte des voiles carrées, tandis que le grand mât, à l'arrière, porte une voile aurique. C'est un choix hybride, la puissance pour le grand large, la maniabilité pour les côtes. Le navire est baptisé l'Amazon. Le jour du lancement est un événement pour toute la communauté de Spencer's Island. On boit, on fête la naissance de ce géant de bois. Le 10 juin, il est officiellement enregistré à Parsboro. Mais dès que le navire touche l'eau, l'ambiance change. On raconte que lors de la cérémonie, un sentiment étrange plane. M'Clellan, le capitaine, est fier, mais il ne sait pas que ce bateau va être son cercueil. Juin 1861. L'Amazon quitte Spencer's Island pour son voyage inaugural. Destination,
Five Island pour charger du bois, puis direction Londres. Mais le voyage ne commence jamais vraiment. À peine le chargement terminé, alors que l'ancre n'est même pas encore levée pour la haute mer, Robert M'Clellan tombe brutalement malade. Ce n'est pas un simple mal de mer. C'est une fièvre foudroyante. Le navire doit faire demi-tour en urgence. M'Clellan meurt dans sa cabine le 19 juin 1861, 9 jours seulement après l'enregistrement du bateau. C'est le premier mort d'une très longue liste. L'Amazone est là, à quai, avec son capitaine mort à bord. Le premier voyage est maudit avant même d'avoir franchi l'horizon. La traversée de l'Atlantique. Un remplaçant, John Nutting Parker, est nommé à la hâte pour emmener le bois à Londres. Et le trajet est un enfer. À peine sortie des eaux canadiennes, l'Amazone percute des équipements de pêche au large d'Eastport. Un accident bête, mais qui endommage déjà la coque toute neuve. Après avoir déchargé à Londres, le navire repart. Dans le brouillard épais de la Manche, l'Amazone entre en collision frontale avec un brick britannique. Le brick coule instantanément. L'Amazone, elle, survit, mais elle rentre au port avec une étrave défoncée et une réputation de tueuse de navire. En moins d'un an, l'Amazone a déjà un capitaine mort, 2 collisions majeures et un navire envoyé par le fond à son actif. Le ton est donné. Ce n'est pas juste un bateau, c'est un présage. En 1872, le navire est entre les mains d'un consortium new-yorkais dirigé par James Winchester. Il sait que le bateau a une sale réputation, alors il décide de le y tuer pour le faire renaître. Il injecte 10 000 $, une fortune colossale, l'équivalent de 200 000 € aujourd'hui, dans une reconstruction totale au port de New York. On ne se contente pas de repeindre la coque. On change sa structure même. Le navire gagne 1 mètre en longueur et presque 1 mètre en largeur. Mais le plus gros changement, c'est l'ajout d'un second pont. La Marie Céleste devient plus lourde, plus profonde, passant de 198 à 282 tonneaux. On refait la dunette, on installe un tableau arrière tout neuf. À l'intérieur, c'est presque luxueux pour l'époque. On installe même un piano en palissandre dans la cabine du capitaine. C'est là que l'Amazone disparaît officiellement des registres pour devenir la Marie Céleste. Winchester pense avoir brisé le sort. En réalité, il a juste construit un plus bel écrin pour le mystère à venir. Le 29 octobre 1872, le casting est bouclé. Et ce n'est pas une bande de bras cassés. Le capitaine, c'est Benjamin Brigg. C'est le gendre idéal du XIXe siècle. Chrétien pratiquant, abstinent, il ne touche pas à une goutte d'alcool, un marin d'une précision chirurgicale. Il possède 4 /12 départ du navire. C'est son bébé. Mais Brigg ne part pas seul. Et c'est là que l'histoire devient déchirante. Sarah Elizabeth Cobb, sa femme. Elle l'accompagne pour sa lune de miel sur son précédent navire, elle ne craint pas la mer. Elle emporte avec elle sa machine à coudre et ses livres. Sophia Matilda, leur fille. Elle n'a que 2 ans. C'est le rayon de soleil du navire. Imaginez cette petite gamine jouant sur le pont d'un monstre de bois au milieu de l'Atlantique. L'équipage est constitué de 7 hommes. Le second, Richardson, est un proche de Brigg. Les autres sont des marins allemands, des pros et qui n'ont pas peur de la sueur. Le steward, Edward Head, vient de se marier. Tout ce beau monde est là pour bosser, pas pour faire une mutinerie. Le 20 octobre, au quai 50 de l'East River à New York, on charge la hébète. Ce n'est pas du bois cette fois. C'est de l'alcool dénaturé. 1701 fûts. C'est un liquide incolore,
hautement inflammable, qui sert de combustible ou de solvant. Brig inspecte tout. Il est confiant. Le 3 novembre, il écrit sa dernière lettre à sa mère. Notre vaisseau est en parfaite condition et j'espère que nous aurons une belle traversée. C'est une lettre banale, pleine d'espoir. C'est la dernière fois qu'il parle au monde des vivants. Ainsi le 5 novembre 1872. Le mardi matin, la Marie Céleste lève l'ancre. Mais la météo est exécrable. Brig, en marin prudent, décide d'attendre. Il jette l'ancre devant Staten Island. Sarah en profite pour écrire une petite note à sa belle-mère. C'est le calme avant la tempête. Le 7 novembre, le vent tourne. Le ciel se dégage. La Marie Céleste déploie ses voiles blanches et s'élance vers la haute mer, direction Gênes. Au loin, le capitaine Morrouse du Dei Gratia les regarde partir. Il partira 8 jours plus tard, sur la même route. La vie à bord, entre routine et malaise. Pendant les 2 premières semaines, on peut imaginer la routine. Sarah qui coud, Sophia qui court entre les jambes des marins, le son du piano qui s'échappe de la cabine le soir. Brig note scrupuleusement les coordonnées chaque matin. Mais sous leurs pieds, dans la cale sombre, les 1700 tonneaux au travail. La température change, l'air devient lourd. Le bois des fûts commence peut-être à suinter. 25 novembre, 8 heures du matin. C'est le point de rupture. Brig écrit les coordonnées sur l'ardoise, ils sont à 6 miles au sud de l'île Santa Maria, Açores. C'est une entrée normale. Aucune panique. Rien ne laisse présager que dans quelques minutes, ou quelques heures, ils vont tous quitter ce navire dans une terreur totale. L'ardoise est posée. Le journal de bord reste ouvert dans la cabine. La machine à coudre de Sarah s'arrête. Le silence s'installe. 9 jours plus tard, quand Deveau montera à bord, il trouvera un navire qui semble avoir été abandonné en plein milieu d'une phrase. Sur le pont du Dei Gratia, le timonier plisse les yeux. À environ 10 km, il y a un point blanc qui bouge mal. Le capitaine Morrouse monte sur le pont. Ce qu'il voit le perturbe immédiatement. La Marie Céleste avance en zigzag. Elle a 3 voiles déployées, mais elles battent au vent, lamentablement déchirées. Le reste du gréement est un chaos de cordages qui pendent sur les côtés. Pendant 2 heures, Morrouse observe. Personne à la barre. Personne sur le pont. Pas un signe de vie. À 15 heures, il n'en peut plus. Il donne l'ordre à son second, Oliver Deveau, de prendre une petite barque avec 2 hommes et d'aller voir ce qui se passe dans ce navire de mort. Deveau grimpe à bord. Le premier détail qui le frappe, c'est le bruit. Ou plutôt l'absence de bruit. Juste le claquement des voiles déchirées et le grincement des poulies. Il commence son inspection, et c'est là que chaque détail devient une énigme. Les écoutilles avant et arrière sont grandes ouvertes, béantes comme des bouches. L'écoutille principale, elle, est fermée. Pourquoi avoir ouvert les accès à la cale en pleine mer? Elle a disparu. Elle était posée au-dessus de l'écoutille principale. On voit des marques de frottement. Elle a été mise à l'eau à la hâte, sans doute en la faisant glisser par-dessus le bastingage. L'habitacle qui protège la boussole est au sol, déplacé. La vitre est brisée. On dirait que quelqu'un a essayé de l'emporter ou la bousculer dans une panique folle. Deveau descend dans les appartements de Brig. C'est là que le malaise s'installe vraiment. Ce n'est pas le désordre d'une bataille, c'est le désordre d'un départ précipité. Sur la table, il y a des jouets. Le lit de la petite Sophia est encore défait.
La machine à coudre de Sarah est là, avec une fiole d'huile posée juste à côté. Le détail fou? La fiole est debout. Si le navire avait traversé une tempête monstrueuse, cette fiole serait au sol. Un magnifique piano en palissandre trône contre la paroi. Il est intact, mais l'humidité commence à faire gondoler le bois. Sous le lit de brigue, Deveau trouve son sabre. Il le sort du fourreau. Il y a des taches sombres. Il le range, pensant à un crime. Deveau cherche les documents. La logistique du navire est là, mais les instruments de navigation, le sextant, le chronomètre marin et les papiers personnels de brigue ont disparu. Le livre de bord est là, sur la table du second. La dernière entrée date du 25 novembre. Cela signifie que le navire a navigué seul, sans personne à la barre, pendant 9 jours et sur plus de 700 kilomètres. C'est une prouesse maritime quasiment impossible, comme si le navire connaissait sa route. Deveau descend tout en bas. Il y a 1,1 mètre d'eau. C'est beaucoup, mais pour un navire de cette taille, ce n'est pas une condamnation à mort. Les pompes fonctionnent encore. Il remarque une canne de sondage improvisée sur le pont. C'est une tige de fer au bout d'une corde. Elle servait à mesurer l'eau. Brigue l'a utilisée, il a vu l'eau monter, et il a eu peur. Mais le plus troublant, c'est l'odeur. Une odeur chimique, âcre, qui pique le nez. Les 1701 tonneaux d'alcool. Deveau n'y touche pas, mais il sent que le danger vient d'en bas. Deveau remonte et fait signe à Morrouse. Il nie à personne. C'est vide. Morrouse prend une décision de marin. Il va diviser son équipage en deux. Deveau et 2 hommes resteront sur la Marie Céleste pour la ramener à Gibraltar. Pendant les jours qui suivent, Deveau navigue sur ce vaisseau fantôme. Il dort dans le lit de brigue, il voit les jouets de Sophia. Il racontera plus tard qu'il avait l'impression d'être surveillé par des yeux invisibles. Le 13 décembre, la Marie Céleste entre dans le port de Gibraltar, escortée par le Dei Gratia. Le mystère est désormais entre les mains de la justice, et le cauchemar de Benjamin Brigue ne fait que commencer. Le 17 décembre 1872, le tribunal maritime de Gibraltar ouvre ses portes. À sa tête, le juge James Cochrane, mais celui qui va vraiment mener la danse, c'est le procureur général Frédéric Soliflood. Imaginez le personnage, un aristocrate britannique imbu de lui-même, persuadé que les Américains sont des sauvages et que les marins sont tous des menteurs. Pour lui, le vaisseau fantôme ça n'existe pas. S'il n'y a plus personne à bord, c'est qu'on a tué tout le monde. Il veut du sang, il veut un coupable, et il a déjà sa cible, le capitaine Morrouse et son second Deveau. Pourquoi? Parce qu'il réclame une prime de sauvetage. Pour Flood, c'est le mobile parfait. Flood ordonne une inspection scientifique. Il envoie un expert, John Austin, et un plongeur, Riccardo Portunato. Portunato passe des heures sous la coque. Il cherche une trace de choc, un trou, une marque de récif. Rien. La coque est aussi lisse que le jour de sa refonte. Pour Flood, c'est la preuve. Brigue n'avait aucune raison de paniquer. S'il est parti, c'est qu'on l'y a forcé. Austin remonte avec le sabre trouvé sous le lit de Brigue. Flood l'examine à la loupe. Il voit des taches sombres sur la lame. Du sang, et s'écrie-t-il. Il fait analyser le bastingage. Il trouve d'autres taches brunes. Son scénario est prêt. Une mutinerie sanglante. On remarque 2 entailles bizarres sur le bois à l'avant du navire. Flood est en transe. Pour lui, ce sont des marques de hache. Il imagine les marins en train de saccager le navire pour simuler une évacuation.
Pendant des semaines, Oliver Deveau est cuisiné par Flood. Le procureur tente de le faire craquer. Comment avez-vous pu naviguer sur ce navire avec seulement 2 hommes? Pourquoi le journal de bord s'arrête-t-il pile le 25 novembre? Flood insinue que Morrouse et Brigg étaient complices, qu'ils ont dîné ensemble à New York pour planifier l'arnaque, et que Morrouse a fini par éliminer Brigg pour garder tout le magot. En janvier 1873, le propriétaire du navire, James Winchester, débarque de New York. Il est furieux. Il hurle au tribunal que Benjamin Brigg était un homme d'honneur, un chrétien qui ne boit pas, un ami. Mais Flood s'en moque. Il va même jusqu'à soupçonner Winchester d'avoir engagé des tueurs pour se débarrasser de Brigg et toucher l'assurance. Winchester est tellement dégoûté par l'arrogance de Flood qu'il manque de le frapper en plein tribunal. Flood est persuadé de tenir ses meurtriers. Mais 2 rapports vont briser son élan. On a enfin les résultats pour le sabre et le bastingage. Ce n'est pas du sang. Ce n'est même pas d'origine organique. C'est de la rouille. De la bête rouille mélangée à du sel marin. Un capitaine de la marine américaine, Shufeldt, examine les fameuses entailles à la proue. Son verdict tombe comme un coup près. Ce ne sont pas des coups de hache. C'est juste le bois qui a travaillé sous la pression des vagues. C'est un phénomène naturel sur les navires de cette taille. Flood est coincé. Il n'a aucune preuve, pas de cadavre, pas d'arme du crime. Le 25 février 1873, il est obligé de libérer la Marie Céleste. Mais le juge Cochrane, influencé par Flood, rend un jugement insultant. Il accorde à Morrouse et ses hommes une récompense de 1700 livres. C'est dérisoire. C'est à peine un 1/5 de ce qu'ils auraient dû toucher. Le message du juge est clair. On n'a rien prouvé contre vous, mais on ne vous croit pas. Morrouse repart avec l'argent, mais sa réputation est en lambeaux. Quant à la Marie Céleste, elle quitte Gibraltar avec un nouvel équipage, mais le monde entier regarde désormais ce navire comme un objet maudit. Le mystère n'est pas résolu, il est juste devenu un cold case et qui va rendre fous les historiens pendant un siècle. Après le fiasco de Gibraltar, la Marie Céleste retourne à New York en septembre 1873. Mais l'accueil est glacial. Les journaux ont déjà fait leur beurre sur les histoires de massacres et de fantômes. Personne ne veut monter à bord. James Winchester, le propriétaire, est ruiné par les frais de justice. Il vend le navire à perte en 1874. Pendant les 10 années qui suivent, le navire devient un errant. Il change de main 17 fois. Il traverse l'océan Indien, transporte des marchandises de seconde zone, mais à chaque fois, c'est la même chose. Les traversées se font à perte, les capitaines tombent malades. En 1879, son 3e capitaine, Edgar Tutil, meurt à bord à Sainte-Hélène. Le décompte des morts continue. On arrive au dernier acte. Le navire appartient désormais à un groupe de Boston mené par un homme sans scrupules, Wesley Gove. Il confie la barre au capitaine Gilman Parker. Ils ont un plan, et ce n'est pas un plan de marin, c'est un plan de criminel. Ils chargent le navire pour Port-au-Prince, à Haïti. Sur le papier, le manifeste, la Marie Céleste transporte des produits de luxe, de l'argenterie, des textiles précieux. En réalité, Parker a rempli les cales de déchets, de vieilles bottes usagées et de pacotilles sans aucune valeur. Il assure le tout pour 30 000 $, environ 700 000 $ d'aujourd'hui. L'objectif est simple, le navire ne doit jamais arriver à destination. Le 5 janvier 1885. Parker navigue vers Haïti. Il connaît parfaitement la zone. Il approche du banc Rochelois, un récif de corail affleurant, célèbre pour avoir brisé des dizaines de coques.
En plein jour, avec une visibilité parfaite, Parker fait l'impensable. Il dirige la Marie Céleste droit sur le récif. Le choc est brutal. Le bois craque, la quille se brise. Le navire est coincé, éventré par le corail. Parker et son équipage descendent tranquillement dans la chaloupe et rejoignent la terre ferme. Ils vont même jusqu'à vendre le peu de cargaison qu'ils ont au consul américain local pour gratter encore quelques dollars. Mais Parker est trop gourmand. Le consul américain à Haïti n'est pas un imbécile. Quand il inspecte ce qu'il a acheté, il découvre des détritus. Il prévient les compagnies d'assurance à Boston. Une enquête est lancée. En juillet 1885, Parker et ses associés sont traînés devant les tribunaux. L'accusation est grave, baraterie. C'est le crime suprême en mer, celui de détruire volontairement son propre navire. À l'époque, c'est encore théoriquement passible de la peine de mort. Le procès est un cirque. Le jury hésite. Ils savent que Parker est coupable de fraude, mais ils ne veulent pas l'envoyer à la potence. Un accord est passé. Parker abandonne ses demandes d'assurance et il est libéré. Mais la justice du navire est plus rapide que celle des hommes. Ce qui arrive ensuite semble sortir d'un roman d'horreur. Gilman Parker, sa réputation est grillée. Personne ne lui confiera plus jamais une barque. Il finit dans la misère noire et meurt 3 mois après le procès. L'associé principal, il sombre dans une folie furieuse et finit ses jours dans un asile. Un autre complice, il ne supporte pas la honte et se suicide. Le navire, lui, est resté sur le récif rochellois. Il a été lentement dévoré par la mer et le corail. En 2001, quand Clive Cussler a cru retrouver l'épave, il a découvert que la mer avait tout mélangé, comme pour effacer les traces de cette escroquerie. Aujourd'hui, quand on dit d'un endroit que c'est une Marie Céleste, et tout le monde comprend, un lieu figé dans le temps, déserté en une seconde. On n'a jamais retrouvé Benjamin Brigg, ni Sarah, ni la petite Sophia. Ils sont quelque part au fond de l'Atlantique, emportant avec eux la réponse à la question. Pourquoi ont-ils quitté ce navire? C'est l'histoire d'un bateau qui a refusé d'être dompté, qui a tué ses capitaines et ruiné ses propriétaires. La Marie Céleste n'était pas seulement un vaisseau fantôme. C'était un avertissement. La mer est un sanctuaire qui ne rend jamais ce qu'elle a pris. On ne saura jamais ce que Benjamin Brigg a vu ce matin du 25 novembre. On ne saura jamais quel cri a poussé Sarah en voyant le navire s'éloigner alors qu'ils étaient coincés dans cette barque minuscule. La mer a tout gardé. Elle a gardé les instruments de navigation, elle a gardé la petite Sophia, et elle a gardé la raison de leur fuite. Ce qu'il reste, c'est un nom. Un nom qui, 150 ans plus tard, suffit à faire frissonner les marins les plus endurcis. La Marie Céleste n'était pas qu'un bateau de bois et de voile. C'était un rappel brutal. Dans l'immensité de l'océan, nous ne sommes que des invités. Et parfois, l'invitation est retirée sans prévenir. Si ce dossier vous a fasciné autant que moi, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de me permettre de continuer ces recherches. Dites-moi en commentaire, d'après vous, qu'est-ce qui a pu pousser un capitaine aussi expérimenté que Brigg à abandonner son navire? Panique? Accident? Ou quelque chose qu'on n'a pas encore découvert? Je lis toutes vos théories. Pour ne pas rater les prochaines enquêtes d'Ake, abonnez-vous et activez la cloche. On a encore beaucoup de mystères à déterrer ensemble. C'était Ake. Prenez soin de vous, et surtout, gardez l'œil ouvert. À la prochaine.